Merci beaucoup. Ouais, très bien, merci. Bonjour à tous. Effectivement, donc, je vais vous parler de détection de changement au sein de nuages de points 3D non rasterisés par des techniques d'apprentissage profond. C'est des travaux que je réalise dans le cadre de ma thèse au sein du laboratoire IRISA à Vannes, co-encadré par Sébastien Lefebvre et Thomas Corpetti. Et je suis cofinancée par le CNES et par l'entreprise Magellium. Donc, quand on parle de détection de changement, et plus spécifiquement l'application milieu urbain, pourquoi s'intéresser finalement à cette problématique ? Ça a été rappelé à la fin de la présentation, enfin au début de la présentation pas de la présentation précédente, mais celle encore d'avant, on va dire. Comme quoi, les milieux urbains ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Ils tendent encore à beaucoup évoluer, notamment parce qu'en fait, la population mondiale habitant en ville va encore augmenter. Et comme on peut le voir avec l'exemple ici de Doha au Qatar, on a des villes où c'est assez flagrant. En quelques décennies, l'étalement urbain est totalement différent. Et quand on s'intéresse plus spécifiquement à ce que c'est qu'une ville, je pense que vous connaissez bien ces milieux, mais on se rend compte que c'est des milieux qui sont vraiment définis en 3 dimensions. Et du coup, on voit l'intérêt d'essayer d'utiliser des données 3D pour essayer de caractériser ces milieux, contrairement à juste des images 2D où on va perdre beaucoup d'informations sur toute la hauteur des bâtiments, de la végétation, etc. Et donc, alors je suis désolée, il y avait des petites vidéos, mais elles ne passent pas. Mais quand on parle de données 3D, on parle souvent de nuages de points 3D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les nuages de points 3D, j'ai mis 2 exemples ici de nuages de points LIDAR, acquis au-dessus des Pays-Bas, à 2 dates différentes au-dessus d'une même zone, et on voit qu'il y a eu pas mal de changements entre les 2 zones. Et donc c'est des données qui sont assez particulières, contrairement aux données 2D, aux images, parce que tout d'abord, elles sont éparses. Alors, qu'est-ce que ça signifie, éparses ? On se rend compte qu'en fait, on a des données seulement sur les points blancs, et dans toutes les zones bleues ici, c'est qu'on n'a pas de données. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être des zones, des occlusions, des endroits où on n'a pas du tout d'informations. Après, c'est des données qui sont désordonnées. Donc, contrairement aux images 2D qui sont finalement des matrices de pixels, ici, on va avoir juste les coordonnées x, y, z des points qu'on va nous donner, qu'on peut mettre dans n'importe quel sens. Ça va toujours nous donner le même nuage de points. Et en fait, ça, c'est assez, ça va complexifier pas mal le calcul informatique de ces données, contrairement à des images 2D où c'est juste les matrices. On peut faire des calculs matriciels comme on veut dessus. Là, sur les nuages de points 3D, on ne peut pas le faire directement. Ensuite, quand on s'intéresse plus particulièrement à la détection de changement, entre 2 zones, même 2 zones qui n'ont pas changé, je ne sais pas si je peux montrer, non. Mais sur 2 zones qui n'ont pas changé, par exemple, on le voit sur du sol par ici, on se rend compte que la distribution des points est totalement différente. Donc on ne peut pas finalement aller comparer, même pour les zones non changées, directement les points, parce qu'on n'a pas de correspondance point à point. Et enfin, un dernier problème de ces données, c'est les occlusions ou les parties cachées. Comme on peut le voir ici avec le petit bâtiment que j'ai affiché ici, ou des bâtiments au-dessus, on voit qu'on n'a que certaines des façades qui sont visibles, et donc ça complexifie la compréhension des données. Et encore plus quand on est en détection de changement, parce qu'on peut avoir certaines façades qui sont visibles à une date et certaines autres façades qui sont visibles à une autre date. Pourtant, le bâtiment en tant que tel n'a pas changé. Et donc, il nous faut pour ça des méthodes qui permettent de comprendre à une échelle assez globale la donnée, afin de caractériser les vrais changements, juste des changements dus à la donnée, en fait. Et donc, quand on parle de méthodes pour faire de la détection de changement, on a plusieurs échelles de résultats. Et en fait, nous, on s'intéresse aux méthodes qui travaillent sur les nuages de points 3D, comme ici à gauche de l'image. Et pourtant, la plupart des méthodes qui existent, elles se basent sur des rasterisations, donc en modèle numérique de surface, qui sont des matrices de hauteur, qui sont beaucoup plus simples à traiter informatiquement, parce que justement, c'est des matrices juste de hauteur. Mais on perd beaucoup d'informations, on n'a pas la même qualité de résultat. Et notamment, ce que j'ai pu me rendre compte en faisant l'état de l'art, c'est qu'aussi les méthodes traditionnelles qui existaient, elles pouvaient être largement améliorées, et qu'en 3 dimensions, il n'y avait pas de méthode deep learning qui permette de faire ça. Or, le deep learning, c'est beaucoup utilisé en télédétection, et on se rend compte que ça permet justement une prise en compte assez globale de l'environnement, et une compréhension assez globale de l'environnement, ce qui pourrait être intéressant ici. Et quand on parle de deep learning,
On a tout d'abord un gros problème, souvent c'est des méthodes supervisées qui demandent beaucoup de données à noter, et donc c'est assez compliqué. Et donc une première partie de mes travaux de thèse a été de développer un simulateur de milieu urbain, donc qui va faire simuler l'évolution de villes en construisant des bâtiments, en démolisant d'autres bâtiments, en faisant évoluer de la végétation, et puis simuler un survol de lidar aérien au-dessus de la ville. Et comme ça, on va pouvoir avoir autant de nuages de points qu'on veut, à différentes dates, à noter directement en fonction des changements qu'on a introduits dans les modèles urbains. Voilà, alors là, j'ai un petit exemple des sorties du simulateur. Donc en haut, c'est les 2 nuages de points des 2 dates. À noter, donc quand je dis à noter, c'est la couleur, enfin en fait colorisée en fonction de la segmentation monodate, donc la végétation, bâtiment, sol, et en bas, le nuage de point 2 qui correspond en fait, qui est colorisé en fonction des changements qu'il y a eu dedans. Et c'est ce qu'on va essayer de retrouver. Et donc, on a fait un jeu de données en partant de bâtiments d'une base de données de la ville de Lyon, qu'on a fait évoluer afin de créer différents jeux de données avec l'avantage de simuler nos données, c'est qu'on peut mettre différents bruits de capteurs en entrée, différentes densités de nuages de points, etc. Bon, je passe du coup aux méthodes maintenant. Et donc, comment faire la détection de changement grâce à des réseaux deep learning? Je me suis intéressée tout d'abord à comment on fait en 2D. C'est plus étudié le deep learning sur les images 2D. Et classiquement, ce qui est utilisé, c'est des réseaux siamois. Et donc, en fait, c'est des réseaux qui vont avoir 2 encodeurs. Donc, la partie verte qui va permettre d'extraire des attributs dans les 2 images. Et après, on va aller faire une différence de ces extraits attributs et les reconcaténer dans la partie orange qui est le décodeur. Et ce qui nous permet, à partir de 2 images en entrée, d'obtenir une carte de changement telle qu'on l'obtient là. Donc ça, c'est bien, ça marche bien sur les images, mais comme on l'a vu, nos données 3D, elles sont très différentes des images, et donc les convolutions qui permettent d'extraire les attributs qui sont généralement utilisés en 2D, on ne peut pas les appliquer directement en 3D. Et donc pour ça, je vais utiliser des convolutions spécifiquement designées pour la 3D, qui sont un peu particulières, parce qu'elles sont définies dans des boules 3D, dans lequel on va définir des points noyaux qui sont répartis dans cette boule et qui vont porter un poids. Et donc, grâce à cette valeur du poids orange-bleu, là, on va pouvoir finalement extraire des attributs du nuage de points. Ici, avec la projection en 2D, on peut extraire les lignes verticales du 5, par exemple. Et donc, grâce à ces convolutions, on va pouvoir extraire tout plein d'attributs différents qui vont nous permettre de peut-être faire de la détection de changement. Et qui ont permis aussi de faire déjà de la segmentation de nuages de points, qui ont permis de faire de la classification de nuages de points. Et donc là, c'était surtout testé sur des nuages de points indoor, mais on peut essayer et espérer le faire aussi sur des nuages de points en télédétection. Et donc, comment faire finalement de la détection de changement sur les nuages de points 3D? On a proposé une architecture siamoise aussi, donc avec les 2 encodeurs. Et cette fois-ci, les couches de convolution vont être remplacées par les convolutions kernel point convolution, donc dans les boules 3D. Et une autre petite particularité, c'est qu'on ne peut pas faire une différence pixel à pixel comme ce qui était fait en 2D. Ici, on va être obligé de trouver une manière de comparer les points, sachant qu'on n'a pas forcément un point correspondant. Donc, on a décidé pour tous les points du nuage de point 1, de la 2e date plutôt, d'aller récupérer le point le plus proche dans le premier nuage de points afin de soustraire les attributs et d'essayer de faire notre détection de changement. Donc, je vais passer aux résultats, et pour pouvoir me comparer aux méthodes qui existent, voir si ça fonctionne bien, on va se comparer tout d'abord avec une méthode en machine learning plus classique, un random forest, qui fonctionne directement sur la 3D. Et après, comme il n'y avait pas d'autres méthodes en deep learning sur la 3D, on se compare à des méthodes qui passent par une rasterisation au modèle numérique de surface, qui appliquent un modèle deep, et après, où on va reprojeter les résultats 2D en 3D pour pouvoir nous comparer. Et donc, quand on regarde les résultats, les 2 premières lignes, c'est le réseau que j'ai présenté, donc avec 2 versions, mais dans ce jeu de données, c'est pas très important la différence, on voit que c'est à peu près pareil. Ce qu'on se rend surtout compte, c'est qu'on est très haut par rapport aux autres méthodes, donc en incluant la méthode en random forest qui
fonctionnent directement sur la 3D, ou les autres méthodes de deep learning qui fonctionnent sur les modèles numériques de surface. Donc c'est assez intéressant finalement d'avoir une méthode qui fonctionne directement sur les nuages de points 3D. Et on a même des résultats qui sont assez bons sur des classes plus dures comme les objets mobiles, donc les voitures qui sont des petits objets, ou la croissance de végétation. Si on regarde plus visuellement les résultats, donc sur une petite zone du jeu de test qui a été extrait ici, on voit en A et B les deux nuages de points en entrée, à noter en fonction de la sémantique monodate, et en C la vérité terrain auquel on s'attend. En F, nos résultats, en D, les résultats du Random Forest, et en E, les résultats d'un réseau deep learning sur les DSM. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est assez proche des résultats, alors que le réseau, enfin que l'algorithme de Random Forest donne des résultats peu exacts, notamment par exemple sur le petit bâtiment qui est en bas ici, on voit qu'on a un mix entre un nouveau bâtiment, nouvelle végétation. En fait, il a juste fait une classification, il a vu que c'était nouveau, mais par contre c'est assez bas comme bâtiment, donc ça aurait pu être, c'est finalement la même taille qu'un arbre, et donc il ne va pas savoir si c'est nouveau bâtiment, nouvel arbre, alors que les caractéristiques sont techniquement très différentes. Donc là on voit que c'est assez intéressant d'utiliser du deep learning dans cet exemple. Si on montre un autre exemple un peu plus compliqué avec justement des occlusions dont je parlais tout à l'heure, on voit au nuage de point 1, comparé au nuage de point 2, qu'il y a plein de façades qui ne sont pas visibles à la première date, mais qui sont visibles à la deuxième date, pourtant qui devaient bien être là quand même à la première date, c'est juste qu'elles n'étaient pas vues par le capteur. Et donc on a toujours la vérité terrain C auquel on s'attend. Et quand on se compare au Random Forest, on se rend compte que le Random Forest va annoter toute la zone de façade en tant que nouvelle façade, alors qu'elle n'est pas du tout nouvelle. Et c'est pas très intéressant, même ici. Après, quand on se compare à la méthode sur DSM, c'est toutes les façades qui sont ici, qui sont annotées comme démolies, parce qu'en fait, c'est dû à la rasterisation. On va perdre vraiment des informations. On n'a plus l'information sur la façade, et donc lors de la reprojection, on va juste interpoler finalement le résultat, et donc on n'aura pas des bons résultats. Et là, sur notre méthode, on voit qu'on a une dernière difficulté, par contre, sur le bâtiment qui fait l'angle. Il a tendance à sous-détecter en fait sur la façade les changements, parce que le changement ici est assez compliqué à détecter. Il y avait juste le toit qui a été rajouté, et quand on voit même visuellement, c'est assez dur de voir qu'il y a un nouveau bâtiment qui s'est rajouté, parce qu'on voit juste un toit qui s'est rajouté. Voilà. Donc pour conclure, je vous ai présenté un simulateur. Une des premières étapes, ça a été de créer un simulateur de nuages de points multitemporels en milieu urbain, qui nous permet d'avoir des nuages de points annotés directement en fonction de la sémantique, monodate ou du changement. Ensuite, j'ai proposé une méthode par apprentissage profond qui permet de faire de la détection de changement et la caractérisation, donc de déterminer quel type de changement, directement à partir des nuages de points bruts, sans aucune rasterisation. On a une augmentation assez importante des résultats, donc 30% d'IOU, donc c'est une métrique, sur les classes de changement, par rapport à un Random Forest classique. Et après, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais j'ai d'autres travaux plus en cours, où on voit que justement, ces travaux fonctionnent, mais il nous faut une base de données d'entraînement, et donc ça peut être assez compliqué. Et donc actuellement, je travaille plutôt sur des méthodes faiblement supervisées pour faire la détection de changements binaires ou multiclasses.